Bonsoir et bienvenue dans notre nouveau numéro des émissions dédiées à votre orientation, les Super Talks. Ce soir, nous allons travailler sur un sujet qui est de plus en plus populaire au sein de notre site orientation.com, les métiers de l'hospitality. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Comment s'y former? Tout cela, nous allons l'aborder ce soir avec deux personnes qui nous font la gentillesse de nous accueillir à l'Institut Paul Bocuse, en banlieue lyonnaise, à Écully. Tout d'abord avec Isabelle Didier. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Merci de nous accueillir. Vous êtes la directrice du Bachelor Management International de l'hôtellerie au sein de l'Institut Paul Bocuse, c'est bien cela? Depuis 1 an et demi. Et nous sommes également avec Alizé. Bonsoir, Bonsoir. Alizé, merci aussi de nous accueillir. Toi, tu es étudiante en 3e année. En hôtellerie, exactement. En hôtellerie, voilà. Donc, comme je disais, le principe de cette émission, c'est vraiment dédié aux jeunes qui nous regardent et à leurs parents qui sont toujours plus nombreux de comprendre un peu les tenants, les aboutissants d'un sujet spécifique d'orientation. Ce soir, c'est le thème de l'hospitality. Et j'aurais voulu qu'on commence peut-être avec vous, Isabelle, nous expliquer précisément qu'est-ce que vous entendez par hospitality. Alors, hospitality, c'est le terme hospitality en anglais, c'est le terme hôtellerie en français. Hospitality, c'est les racines de hospitalier, hein. C'est un peu comme dans un milieu hospitalier, c'est prendre soin des autres. Alors, on ne prend pas soin de gens malades, mais bien évidemment de gens qui ont envie de passer un moment. Et nous devons créer du lien, créer un moment mémorable. L'hôtellerie fait partie de ces moments-là où on doit créer un espèce de bulle et de moments mémorables pour nos clients. Et c'est ça, l'hôtellerie, c'est prendre soin des autres. Donc, il faut que nos étudiants aient cette fibre-là d'être heureux quand les clients sont heureux. Si je comprends bien, c'est la recherche de satisfaction clientèle, de l'expérience utilisateur qui soit mémorable au point que ça leur donne envie de revenir ou d'en parler autour d'eux pour susciter l'envie auprès de leur entourage. Et puis, on travaille quand même dans des lieux emblématiques, on rencontre des personnes mythiques, et en fait c'est ce côté-là où même si la personne n'est pas connue, c'est savoir qu'on l'a rendue heureuse sur un week-end, une semaine, un mois, enfin en fonction du séjour du client. C'est vraiment ça qui est important. Donc on recherche effectivement des profils avec des gens qui ont des singularités, des personnalités et surtout de l'empathie pour les autres. Ce sont des gens qui ont cette fibre-là de bienveillance. Une des premières questions qui nous a été beaucoup posée en préparant cette émission, c'était quelle est la différence avec les études de tourisme? Alors, l'hôtellerie, c'est quand même, vous êtes dans un cadre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Généralement, nos étudiants viennent parce qu'il y a le mot luxe aussi derrière, et puis il y a le mot voyage, parce qu'on trouve de l'hôtellerie dans le monde entier. Mais c'est quand même dans une maison. Vous êtes un peu comme à la maison quand vous recevez quelqu'un avec bonheur, votre famille, vos amis, vous aimez qu'ils soient heureux. Et en fait, le tourisme, c'est beaucoup plus vaste, mais nos études d'hôtellerie peuvent vous porter à des métiers de tourisme. Néanmoins, là, c'est un peu plus cadré parce que vous êtes dans une maison. On parle souvent d'art de recevoir. Alors, l'hôtellerie, c'est un art. L'art, c'est un vecteur de transformation de notre siècle. Pourquoi je parle d'art? Parce qu'en fait, c'est à la fois, vous avez la beauté du geste. On va enseigner l'art de bien faire un lit, de bien servir un vin. Il y a la beauté du geste. Pour moi, c'est de l'art. Il y a aussi un art beaucoup plus virtuel, c'est l'art de recevoir. Et l'art de recevoir, c'est pas comme en cuisine où vous faites un plat et puis il est physiquement devant vous. Là, c'est vraiment une posture, une relation, un lien qui se crée avec le client. Et l'art de recevoir, c'est plus sensible. C'est plus sensible, effectivement. Une autre question qui se posait beaucoup au moment de la préparation de cette émission, c'était est-ce que étudier dans l'hospitality induit forcément d'aller travailler dans un établissement de luxe? Parce que finalement, oui, la recherche de satisfaction clientèle, même dans un hôtel premier prix, elle doit aussi exister à moindre niveau, mais malgré tout, elle doit être recherchée. L'hôtellerie de luxe, vous êtes tout de même à avoir les bons gestes, puisque c'est très compartimenté, il y a moins de polyvalence et vous êtes attaché à une fonction. Et donc, en général, ça donne une vraie expertise. Néanmoins, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure des années, et sur un parcours de 4 ans pour le bachelor, nos étudiants, finalement, peuvent après s'orienter plutôt vers le lifestyle, quelque chose de plus spontané, plus authentique. Et nos nouvelles générations sont très orientées aussi lifestyle. Voilà, pourquoi pas un éco-lodge en Namibie. Bon, voilà, ça peut être tout aussi intéressant que le Georges V ou de beaux palaces parisiens, oui. Mais c'est vrai que la plupart des gens qui viennent jusqu'à vous, et peut-être Alizé, tu pourrais nous confirmer, c'est quand même pour aller travailler dans l'industrie hôtelière. Après, il y a beaucoup de personnes qui pensent que le monde de l'hôtellerie est juste cadré dans les hôtels. Et il ne faut pas oublier qu'on peut aller au-delà de ça, on peut aller travailler dans l'immobilier de luxe, on peut aller dans l'événementiel,
On peut aller vraiment dans plein de secteurs différents. Il y a le vin et les boissons aussi qui est dans la sommellerie. Donc c'est vraiment pas juste les hôtels, ça peut être vraiment au-delà des hôtels. Et alors justement, si on décide de s'orienter plus par exemple sur l'événementiel, est-ce qu'il y a quand même des matières qui vont être différentes? Est-ce qu'il y a une approche du métier ou de la discipline qui est vraiment différente? Alors en 4e année, on a le choix de spécialisation. D'accord. Donc il y en a plusieurs. On peut avoir la Maximizing Profit, donc qui est tout ce qui est sur l'entrepreneuriat. On peut prendre l'événementiel, le lifestyle, le luxe, donc ça dépend vraiment vers quel monde on a envie d'aller, si on veut plutôt aller dans les hôtels de luxe ou dans l'immobilier de luxe. Après, si on veut faire de l'événementiel, on peut faire la spécialisation événementielle, on peut être tout autant dans une boîte d'événementiel que dans un hôtel, où on s'occupe des événements, des mariages, peu importe, donc c'est vraiment assez large. Alors, première question que moi je me suis posée en préparant cette émission, c'était, parce que vous, avant d'être ici à l'Institut Paul Bocuse, vous travailliez dans un hôtel du groupe, et donc vous recrutiez des gens régulièrement. Quelles sont les qualités que vous, en tant qu'ancien employeur, vous regardiez sur un candidat? Alors bien évidemment, il faut des compétences techniques. Alors on appelle ça des hard skills en anglais. Ces compétences techniques, c'est forcément ces écoles telles que l'Institut Paul Bocuse qui peuvent vous les faire acquérir. Et puis après, on demande surtout des compétences soft skills, donc tout ce qui est compétences humaines, les qualités humaines telles que je vous disais tout à l'heure, l'empathie, le goût du relationnel, la bienveillance, le leadership, faut être aussi charismatique, savoir bien communiquer à l'écrit comme à l'oral. Donc ça, ce sont toutes des qualités humaines dont on a besoin. Mais maintenant, on envisage même de partir sur des math skills. Alors math skills, en anglais, un peu des compétences un peu folles. C'est juste, on aime bien les gens qui ont une vraie personnalité, qui ont des passions, pourquoi pas pour le sport, pour de la musique, pour autres, et qui font que ça en fait des personnes aussi qui ont un regard actif sur le monde qui les entoure, des gens plutôt optimistes, qui ont une joie de vivre. Et souvent, ce qu'on recherche lors du premier recrutement, c'est le sourire. Donc en fait, quelqu'un qui vous sourit, c'est qui va le renvoyer aussi à nos clients, c'est forcément quelqu'un qui a envie, et qui a ce regard actif. Et donc, de ce que j'entends, ça veut dire que vous ne cherchez pas des gens, au contraire, qui soient formatés, qui rentrent parfaitement dans un moule. C'est bien d'avoir des compétences qui rendent... Et quand vous dites math skills, quelqu'un avec sa personnalité qui arrive à la faire transpirer. C'est des singularités, c'est des... Ouais, vraiment. C'est ce qui est important. Et puis le client est en recherche d'authenticité, de spontanéité, et veut pas forcément d'un accueil standardisé, bien évidemment. Même dans les établissements de luxe, en fait, où on va pas demander... j'aurais pensé justement que ça serait beaucoup plus effectivement standardisé. Très haut standard, mais quand même très protocolaire, très standardisé. Il y en a. Mais ça dépend vraiment des maisons. Si c'est des maisons vraiment très classiques qui veulent pas qu'on sorte en dehors du carré, où il y en a toujours qui veulent vraiment rester assez classiques, toujours les mêmes gestes, toujours la même approche client. Mais si je me permets aussi, même le premier jour quand on est venu à cette école, ou même aux portes ouvertes, la première chose qu'on nous dit, c'est qu'on veut pas être formaté. Ils veulent pas nous formater en robot, pas tout le monde doit être pareil. Tout le monde a le droit de faire sortir sa personnalité, en fait. Et même si nos cours sont plus ou moins pareils, on a le droit de les faire de notre façon et d'agir de notre façon. Donc ça reste pas très, très standardisé finalement. Ok, très bien. Une autre question qui nous a été beaucoup posée, et ça on y a droit à chaque fois, c'est la question de l'anglais. On est sur un business qui est très international, évidemment. J'imagine que beaucoup de jeunes comme Alizée ont envie de partir voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Donc la question de l'anglais, à mon avis, est absolument primordiale. C'est même plus en fait une option, ça devient absolument indispensable. Bien sûr, même 2 langues. En fait, on demande 2 langues et l'anglais, forcément. Par défaut, la langue la plus parlée au monde. Effectivement, alors moi je défends quand même notre belle langue française, il faut bien la maîtriser aussi, mais l'anglais reste primordial, puisque sur un hôtel 4 ou 5 étoiles, on a généralement, en fonction de l'emplacement de l'hôtel, mais généralement c'est souvent sur des lieux de zones très touristiques et luxueuses. Ou même affaires, ou même pour une clientèle affaires, on a besoin de gens, à 50% on a une clientèle internationale. Alors, je ne parle pas de la période Covid, mais globalement, avant et après Covid, ce sont les statistiques globales. Donc on a besoin d'avoir un anglais fluent avec le client. Alors, c'est important. Et quand vous dites une deuxième langue étrangère, c'est une langue exotique du type chinois, russe ou arabe? Alors oui, c'est vrai qu'on enseigne à l'Institut, on ouvre cette possibilité sur le chinois et l'arabe. Parce qu'effectivement, la Chine est un pays qui arrive peut-être en première place avant les États-Unis. En tous les cas, c'est un plus sur un CV, bien évidemment. Tu confirmes?
J'ai la chance de parler 5 langues, du coup, c'est pas un problème que j'ai beaucoup eu. Mais t'as senti que c'était quand même une ici. carte à jouer majeure de parler plusieurs langues étrangères dès le début, quoi. Donc moi, par exemple, même en Corse, j'étais en Corse cet été, j'ai pu parler les 5 langues que je parlais. Donc j'ai retrouvé des luxembourgeois, des français, des allemands, beaucoup d'anglais, des espagnols. Donc c'est vrai que peu importe où on va, même si on reste en France, on va retrouver toutes les nationalités différentes. Et pour eux, c'est un plus aussi de savoir que la personne devant elle peut parler, peut s'adresser avec une autre langue. Et des fois, les gens sont pas très à l'aise en anglais ou en français, et ils aimeraient bien parler leur langue, et on leur donne la possibilité. Et même ici à l'Institut, par exemple, au programme anglophone, les 2 premières années, on va faire des cours d'anglais également. On doit rajouter une 2e langue, donc l'espagnol, il me semble, l'allemand, et une 3e langue. Et après, là maintenant, en 3e année, on a encore une langue en plus. Donc entre l'allemand, le chinois, l'arabe et le japonais en arc culinaire. Et donc ouais, c'est vraiment effectivement une corde à jouer, être bon en anglais, bon en langue étrangère et le travailler. Alors après, nous on prend, en termes de recrutement, sur les étudiants de l'Institut Paul Bocuse, on prend des étudiants qui ont un niveau B2, donc c'est le niveau que vous avez en format scolaire en sortant du baccalauréat. Néanmoins, on veut les emmener vers au moins un C1, c'est possible, mais au moins C1. Comme vous disiez, être fluent, quoi. Voilà. Autre question qui nous a été beaucoup posée, est-ce que c'est un avantage majeur d'être français ? La France, image du luxe, notamment pour l'image de Paris ou de la Côte d'Azur. Est-ce que le fait d'être français ou d'être étudiant dans un institut français, notamment pour la question qui va suivre, celle de l'expatriation, est-ce que c'est vraiment un atout ? Pas à l'Institut Paul Bocuse, on a les deux, que vous soyez francophone ou anglophone, français ou... Et après, pour l'employabilité, quand on cherche un emploi, le fait d'être français, est-ce que c'est une carte à jouer ? Alors oui, la petite French touch, on appelle ça de l'hôtellerie, un peu comme pour les Suisses aussi, l'hôtellerie suisse est réputée, l'hôtellerie française aussi, donc c'est peut-être sûrement, oui, un plus. Peut-être moins sur la nationalité, peut-être plus sur l'institut, parce que après c'est vrai qu'on a on est dans un institut qui est assez réputé également pour ça, qu'on est formé d'une façon française entre guillemets, parce qu'on apprend les arts de la table français, les arts de l'hôtellerie français. Donc ça peut-être, mais après je pense que peu importe où on étudie au monde, on aura les façons à faire, et comme on a dit précédemment, le plus différent possible, c'est le Parce qu'il y a vraiment une French touch, une façon d'apprendre l'art de l'hospitalité à la française. Disons que la France est réputée pour son hôtellerie, sa restauration, donc oui, il y a forcément des petits services à la française, d'ailleurs on parle, on a nos spécificités bien évidemment. Et toi, quand tu recherches des stages, tu vois que le fait d'être issu d'une école, alors en plus l'Institut Paul Bocuse c'est une des plus prestigieuses de France, c'est vrai, mais le fait de sortir d'une école française, clairement c'est un atout. Après je sais pas si ça a directement à voir quelque chose avec le fait d'être français ou pas, mais c'est vrai que les employeurs ont une plus grande facilité de nous accepter ou de vouloir accepter un entretien quand on vient de l'Institut Paul Bocuse, parce qu'ils savent que la formation elle suit derrière et qu'il y a plein de choses qu'ils vont pas devoir nous réapprendre. C'est bête, mais par exemple le sourire, pas tout le monde ne l'a, et c'est quelque chose qui fait très plaisir aux clients et c'est quelque chose que tout le monde ici aura. Et puis les manières de dire bonjour, merci, au revoir, c'est des choses basiques, mais que toutes les soft skills dont vous parliez tout à l'heure. Je veux rebondir juste là-dessus, c'est vrai qu'on revendique, l'Institut Paul Bocuse est incroyable sur ce point, c'est que c'est à la fois une business school, parce qu'effectivement vous avez tous les cours de sciences de gestion d'une université ou d'une école de management, mais c'est aussi une école métier, et l'école métier, et la troisième c'est une école de vie. Alors l'école métier, c'est parce que nous avons un élément différenciateur qui est un atout incontestable par rapport aux autres écoles, c'est que nous avons des mises en situation professionnelle. C'est que sur le parcours des 4 années, qui fait le bachelor en dessous, donc nous sommes que 2 écoles à être certifiées par le ministère de l'enseignement supérieur. Oui, parce que vous acceptez les boursiers. Oui, aussi. Vous êtes une des seules dans ce domaine à la faire. Et oui, donc on est une école métier parce que nous mettons nos étudiants, alors à partir du mois d'avril jusqu'au mois d'août, ils partent 3-4 mois de stage, mais aussi en première année, on leur fait faire des mises en situation professionnelle, c'est-à-dire qu'on les fait acquérir les premiers gestes et techniques opérationnels d'une femme de chambre, un réceptionniste et un commis de salle.
pour qu'un futur manager il puisse savoir ce que c'est que vraiment ces 3 métiers de terrain et comment manager des gens qui sont effectivement sur le terrain. Et c'est très important en termes d'humilité, de connaissance du métier, de savoir de quoi on parle quand on est manager par la suite. Donc c'est une très bonne métier là-dessus. C'est vraiment un atout, c'est nos terrains d'apprentissage qui sont donc l'Hôtel Royal, qui est un 5 étoiles à Lyon, mais il y a également la résidence Skipper, on a le restaurant Institut Bellecour, où il y a aussi de la restauration, et puis on a 2 nouveaux sites qui sont la Maison d'Antoine et l'Hôtel des Beaux-Arts, qui sont 2 nouveaux sites aussi de mise en application. Et puis également le Saison, qui est le premier restaurant étoilé d'application. Alors plus en hôtellerie, mais c'est vrai qu'il y a aussi le Saison. Donc, celui qui est dans les locaux de exactement, et là on y passe en classe anglaise. Et donc ça c'est incroyable, c'est le fait que ce soit une école métier, il faut vraiment le préserver. Et puis la troisième chose, c'est une école de vie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est apprendre la posture, l'uniforme, le sourire, le respect, la ponctualité, les règles de politesse. Dans le couloir, on ne dit pas bonjour, mais bonjour madame, et si possible avec le nom de famille. Donc voilà, on essaie, c'est aussi participer à l'éducation qui est déjà bien en place, grâce aux parents, mais participer à l'éducation. C'est ce que j'allais dire, est-ce que ça s'apprend ces soft skills en fait, enfin, le savoir-faire, le savoir-être? Ça s'apprend à tout âge. Je suis persuadée qu'on prend des automatismes après. Et les ça gens sert à qui manifestent un intérêt pour ce genre d'études, c'est que déjà ils ont envie en fait de bien paraître, de bien présenter et de manifester un certain protocole. Enfin, ils ont déjà ce goût-là, non? Je crois qu'on l'a tous, de vouloir plaire et de vouloir pouvoir communiquer avec tout type de personnes, de tout milieu différent. Et je pense que ça apporte beaucoup dans sa vie personnelle aussi d'avoir un minimum d'éducation. Très bien. Et donc vous disiez, en plus d'être une école de métier, c'était aussi une école de management, c'est-à-dire qu'on vous apprend en fait très clairement à la fois manager une équipe, faire un bilan comptable, bref, vous sortez de là, vous êtes véritablement opérationnel. C'est ça, donc en première année, on va avoir des cours qui vont plutôt introduire l'hôtellerie, parce que par exemple moi j'avais aucun savoir dans l'hôtellerie, je ne connaissais pas forcément les groupes, je ne connaissais pas forcément les différents types de classification, donc tout ça on apprend plutôt en première année, on nous fait un petit topo entre guillemets sur l'hôtellerie, et à partir de la deuxième année ça devient un peu plus théorique sur le management également. On a de la comptabilité, on peut avoir des cours de ressources humaines, des statistiques, du revenu management, donc c'est vraiment aussi de toucher tous les postes, tous les cours de gestion. Et puis en deuxième année également, on fait la mise en pratique en étant les managers des premières années. Donc on touche également ce poste de management. Une question qu'on s'est beaucoup posée en préparant l'émission, c'était l'employabilité. En fait, c'est un secteur, alors encore une fois, hors crise Covid, qui est une parenthèse un peu à part, mais qui heureusement pour nous tous est en train de se refermer. Est-ce que c'est un métier, enfin, un secteur qui est encore très très porteur? Oui, enfin il y a beaucoup d'offres d'emploi. Comme beaucoup de secteurs de toute façon en ce moment, mais on est en recherche de nombreux collaborateurs. Donc oui, c'est un métier porteur. Le tourisme est très important en France. Il y a beaucoup d'hôtels et en fait, on est en recherche de beaucoup de collaborateurs. Et est-ce que ça veut dire, quand on fait l'Institut Paul Bocuse, que, toi je sais que c'est ton cas, mais est-ce que ça veut dire qu'on envisage forcément une expatriation ? Au moins dans un moment de sa carrière. Je pense qu'on a beaucoup envie aussi de voyager. On voit les collègues dans la classe qui voyagent. Donc en première année, la plupart du temps, ça dépend si on est de la France ou pas, mais par exemple, les Français préfèrent rester en première année plutôt en France, voir aussi comment ça se passe ici. Et à partir de la deuxième année, c'est vrai qu'en stage, on aimerait vraiment partir un peu beaucoup dans plein de pays différents ou dans des endroits différents pour découvrir, mais aussi pour voir leur façon de faire, parce que c'est pas pareil partout, et c'est ce qui va forger notre esprit hôtelier à la fin des 4 ans aussi. Mais toi, par exemple, t'aimerais idéalement travailler dans un établissement français ou tu te vois plus ailleurs? Alors du coup, déjà je suis expatriée en France, si je peux dire ça comme ça, parce que je suis du Luxembourg et c'est vraiment différent, même si on ne pense pas. Mais je pense qu'après, pourquoi pas partir dans un autre pays et voir comment ils le font là-bas et rester là-bas pendant un petit moment et voyager de pays en pays. C'est le but idéal. Ah oui, c'est ça en fait. Après, il n'y a pas de parcours type. Je pense qu'il y a certaines personnes, moi personnellement j'ai choisi l'hôtellerie parce que pareil, je voulais les voyages, le luxe. Et puis après, au fur et à mesure des années, on s'aperçoit que lorsqu'on a découvert un hôtel qui vous convient, où vous sentez bien, où vous avez le sentiment d'apporter quelque chose à vos collaborateurs, à vos clients, à vous-même, égoïstement parlant, en fait, c'est aussi bien, je dis, il n'y a pas de parcours type, on peut très bien être heureux dans un hôtel pendant des nombreuses années, et du moment qu'on y est heureux et qu'on apporte, et qu'on n'est pas dans un confort bête, mais un vrai confort de maîtrise et d'expertise et de bonheur surtout. Il faut juste être heureux, donc il n'y a pas de parcours spécifique, mais c'est vrai que ces métiers ouvrent quand même le champ des possibles sur des voyages et sur
sur l'expérience internationale. C'est Et incroyable. vous-même, par exemple, de votre propre vécu, vous avez un peu voyagé ou... Alors, au tout début, alors pas à l'international, j'ai fait un peu la Côte d'Azur, Lyon, et puis j'ai découvert un hôtel qui m'a subjugué, qui est donc l'hôtel Royal, qui est un 5 étoiles. C'est un hôtel qui est passé de 3 à 4 et de 4 à 5 avec différents groupes hôteliers derrière, et puis jusqu'à ce qu'il devienne hôtel-école. Donc là, il y avait encore une autre dimension avec une dimension pédagogique. Ça faisait un hôtel qui était complet, c'est-à-dire que oui, on avait à la fois les clients à satisfaire, mais on avait aussi cette transmission. Quand on aime son métier, on aime bien le transmettre. Et du coup, ça a fait une carrière qui était épanouissante parce que j'étais bien dans un hôtel et pour longtemps. Et du coup, ce côté international m'a pas manqué. Alors, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie personnelle pour compenser, mais pas dans ma vie professionnelle. Et vous qui avez bien sûr plus qu'Alizée d'expérience, est-ce que vous avez vu en fait cette clientèle des hôtels de luxe beaucoup évoluer? J'imagine qu'elle s'est beaucoup internationalisée, bien sûr, il y a encore 20-30 ans on ne voyait pas de clients chinois par exemple, mais est-ce qu'elle est devenue par exemple beaucoup plus exigeante avec les réseaux sociaux, prompte à critiquer très vite ou Alors, exigeante, elle l'a toujours été. Ouais. Je ne pense pas que ce soit une affaire de génération. Oui, alors par contre, elle s'exprime mieux, mais c'est parce que nous leur avons donné les moyens de s'exprimer. Avant, on avait des petits questionnaires dans les chambres. Maintenant, le modèle a changé. Mais dans le fond, on a toujours demandé en hôtellerie de luxe à nos clients leur retour pour pouvoir toujours être sur des axes d'amélioration. Néanmoins, je les trouve pas plus exigeants, je trouve juste qu'au contraire, ils sont même plus dans l'authenticité et un vrai respect environnemental, des convictions bien assumées et qui font qu'ils vont choisir un hôtel pour ces raisons RSE, souvent sociétales ou environnementales. Et puis alors je pense que plus on monte aussi dans du niveau luxe, on a une clientèle aussi qui a une très bonne éducation et qui effectivement comprend aussi qu'il peut y avoir des fois des petits grains de sable et qui est plutôt tolérante. Et à contrario, est-ce que vous, côté professionnel, vous avez beaucoup évolué? Oui, parce que dans cet hôtel, je suis arrivée chef de réception après mes études d'hôtellerie et pour après être assistante de direction, directrice adjointe et jusqu'à être directrice d'exploitation. Mais dans votre approche même de comment on perçoit le rapport au client ou est-ce que la façon même d'appréhender le métier en fait a beaucoup changé avec les générations? En fait, avec l'âge, forcément, vous évoluez. Oui, donc déjà rien que ça. C'est vrai. Et puis après, on est formé tout au long de sa vie. Cet hôtel, par exemple, faisait partie d'un gros groupe hôtelier et vous êtes chaque fois, vous continuez d'être formé toute votre vie. Pour autant que vous ayez envie d'évoluer, c'est obligatoire en termes de management et puis technologiquement parlant, parce que ça a beaucoup évolué. Et effectivement, là-dessus, sur les retours satisfaction clientèle, maintenant, on a des guest expérience, des clients des collaborateurs qui ne s'occupent que de ça, que de répondre aux clients. Alors maintenant qu'on a bien défini tous ensemble ce que c'était que l'hospitality, les tenants, les aboutissants, j'aurais voulu vraiment qu'on focus sur là où nous sommes aujourd'hui, l'Institut Paul Bocuse. Donc on l'a dit tout à l'heure, c'est un institut ultra renommé qui est vraiment leader en France et même dans le monde entier pour former dans les métiers de l'hospitality. Est-ce que vous pouvez nous expliquer précisément en fait, pas vraiment par le menu, mais vraiment les différentes matières dès la première année, en fait? Qu'est-ce que vous allez leur enseigner Alors, la première année, comme je vous disais, c'est une alternance de 7 semaines de mise en situation professionnelle, 7 semaines de cours de théorie de sciences de gestion. Et alors, dès la première année, et pareil sur le deuxième semestre, dès la première année, en fait, vous faites et du terrain et des cours de théorie. Les cours de théorie s'orientent autour de l'économie du tourisme, initiation au management, vous avez comportement du consommateur, vous avez 8 modules qui sont avec à l'intérieur des matières, un peu comme le système universitaire, vous devez valider 32 CTS, c'est des crédits, puisqu'on a les mêmes notations qu'en université, et le deuxième semestre, vous faites encore 30 CTS. Voilà. La deuxième année, vous passez dans une dimension beaucoup plus managériale, vous êtes plutôt dans un esprit, on essaie de les emmener vers un esprit critique, d'analyse, puisque la première année, c'est plus l'apprentissage basique. Et donc là, il y a effectivement de la gestion plutôt financière, plus que de la compta, du marketing un peu plus poussé, des ressources humaines. En fait, tout est en progression. Ce sont des matières qu'on envisage dès le départ et qui vont en progression sur le niveau. Les admissions parallèles sont possibles ou vous les prenez dès la première année en fait? Les admissions parallèles sont possibles, bien évidemment. Et vous les prenez en admission parallèle, ils ont fait quoi auparavant en fait? Des langues étrangères ou Il y a un peu de tout. Ouais. Non, mais il y a un peu de tout. Il faut que
c'est quand même intéressant si ça reste dans le commerce. Oui. Ils auront des bases qui sont reliées, puisque l'hôtellerie est un métier de commerce, mais il y a un peu de tout. Vraiment, on a beaucoup de gens qui ont fait 2 ou 3 années avec une licence et qui intègrent notre cursus. Alors dans ce cas-là, on leur demande de faire un petit semestre de mise en application avec la première année, un semestre, pour que quand même ils connaissent notre secteur qui est un peu spécifique. Et parce qu'on n'a pas dit encore jusqu'à maintenant, mais vous êtes sur Parcoursup. Bien sûr. Donc ça veut dire présentation d'un dossier avec une lettre de motivation, voilà, le grand classique, on est en plein dedans en plus, voilà, Parcoursup a ouvert il y a une petite semaine. Ensuite il y aura un entretien, et l'entretien est très important, c'est un entretien qui dure à peu près 20 minutes avec 2 personnes, un jury de 2 personnes. En français seulement, pas en anglais. Tout dépend si vous vous projetez si vous vous inscrivez sur la classe anglophone ou francophone. D'accord, qui attaque dès la première année. La classe anglophone existe dès la première année. Donc moi j'avais eu l'entretien une fois avec 2 personnes qui était un entretien plutôt personnel. On avait également une mise en situation en groupe, donc on était 5 personnes qui étaient également en anglais. On nous a donné une situation et ils ont pu analyser un peu comment on allait la gérer. Et après, voilà, ils ont donc testé les langues. On a également, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais on avait un test également écrit avec une sorte de QCM pour le savoir général et les connaissances générales. Les nouvelles règles sont un test de français, un test de culture générale, un test de mathématiques, c'est les basiques, vraiment, et puis un test d'anglais, même pour ceux qui sont francophones, pour évaluer le niveau. Après, ce ne sont pas des tests, c'est surtout l'entretien qui compte énormément pour l'admission. Et donc là, tout ça, c'est pour le bachelor que vous faites en 4 années. Et vous avez un programme qui suit ou le bachelor hospitality s'arrête en 4 années? Beaucoup nous posent la question pourquoi un bachelor en 4 ans, puisqu'il existe des licences en 3 ans. La 4e année, qui est une année de spécialisation, où l'étudiant va justement aller, il y a 6 spécialisations, l'étudiant va choisir le luxe, le lifestyle, le revenu management, l'entrepreneuriat, vin et boissons ou events. Cette 4e année équivaut à un Master 1, puisque s'il veut se projeter à passer un Master, il peut le faire en 1 an en partenariat avec l'EM Lyon. Voilà. D'accord. Même avec d'autres universités. Donc là, c'est plus orienté business pour monter son propre... Oui, et puis il y a des étudiants qui ont un vrai souhait d'avoir un master, et donc effectivement, c'est possible. Et en termes d'employabilité, c'est vraiment un plus d'avoir ce M2 ou en fait le BBA en 4 ans de l'Institut Paul Bocuse suffit très largement? Vraiment les deux, je pense qu'il n'y a pas de... Effectivement, avec le bachelor, vous rentrez rapidement. Et après, les deux sont pertinents. Je pense que c'est un choix assez personnel aussi. Toi, tu fais le bachelor? Là, je fais le bachelor et je pense pas forcément continuer en master. Après, tout se décidera en 4e année. Et puis le master en soi, je peux le faire également après 1 ou 2 ans de travail, à voir si vraiment ça m'aide plus ou pas. Mais c'est plutôt un choix personnel, à mon avis. Parce que déjà, un bachelor sur 4 ans, c'est assez bien vu. Et puis... c'est des belles études quand même. Donc c'est intense apparemment. En plus, on vous demande beaucoup de matières très diverses et variées, avec des stages qui sont donc égrenés tout le long de la formation. À chaque fin d'année. Qui se dure quoi, 2-3 mois à chaque fois, c'est bien ça? Donc, première année, 4 mois. Ouais, c'est 16 semaines la première année, jusqu'à 20 semaines la 2e année, et puis au-delà, jusqu'à 24, 26 sur la 3e année. Ok. Alors imaginons que les gens qui nous regardent, on a réussi à les convaincre de s'intéresser un peu plus près à l'hospitality et d'aller pousser la porte de l'Institut Paul Bocuse pour avoir plus d'informations. Déjà, est-ce que vous les accueillez tout au long de l'année pour avoir justement des infos Donc on a des journées portes ouvertes plusieurs fois par semestre, qui se déroulent principalement le samedi. On a également des journées pour les professeurs, donc même si les professeurs sont intéressés et qui veulent voir comment l'école fonctionne, se déroule, ils peuvent venir également, ils peuvent s'inscrire volontairement. Et après aux journées portes ouvertes, il y a les étudiants très souvent avec leurs parents ou leurs amis, et ils peuvent voir tous les aspects, c'est surtout avec plein d'étudiants. Donc ils peuvent avoir l'aspect culinaire, pâtisserie, hôtellerie, donc ils peuvent vraiment parler à chaque type d'étudiants différents, international ou pas, et poser toutes les questions. On est assez transparent sur tout. Donc toutes les informations qu'ils veulent rechercher, ils peuvent bien évidemment nous contacter. Et puis sur le site de l'école, on a également créé la plateforme d'Unibuddy, où vous avez plein d'étudiants différents de types différents également, de profils différents qui peuvent contacter. Et tous les étudiants peuvent nous poser des questions, peu importe tout ce qui leur passe par la tête. Ça peut être sur le Parcoursup, sur les entretiens, sur l'école, sur les
cours, enfin c'est très divers. Et j'avais une dernière question, c'est concernant le prix. En fait, c'est une école qui est chère, on va pas se mentir, c'est un sacré budget. On se demande, beaucoup de parents en fait qui nous posent cette question, comment justifier en fait un tel prix? Alors évidemment, c'est un cadre absolument magique, c'est une école extrêmement prestigieuse qui forme à un diplôme qui est très connu et reconnu. Mais par exemple, toi qui es étudiante, est-ce que tu trouves que c'est vraiment, si ce n'est mérité, en tout cas justifié? Alors personnellement, la première année, je me posais la question à l'admission parce que j'ai pas eu des parents qui ont pu financer mes études, je dois financer mes études moi-même. Donc c'est sûr que l'histoire de prendre un prêt étudiant, est-ce que c'est justifié ou pas? Et là où je suis en 3e année et déjà en première année, je savais que oui. Parce que justement, c'est très différent, ça change des autres écoles hôtelières parce qu'au fil du parcours, on rencontre des gens d'autres écoles hôtelières et il y a des choses qu'on sait que certaines personnes ne vont pas savoir, mais que nous, on a déjà acquis. Et je pense qu'on a un savoir qui est beaucoup plus grand, plus divers. Et que après, c'est sûr que c'est une belle somme d'argent, mais je pense qu'après, on est récompensé et que... Bon, après, on a également les bourses qui peuvent nous aider. Oui, c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, c'est une des rares écoles dans ce domaine qui accepte les bourses. Et en plus, il y a des bourses en interne avec la Fondation Pélisson. Gérard Pélisson, voilà, qui permet à des élèves vraiment méritants, en fait, de pouvoir financer, pas tout, mais en tout cas une partie non négligeable de leurs études. Exactement, il y a des bourses qui sont différentes. Donc, il y en a une sur le mérite. Donc, personnellement, c'est celle que j'ai pu acquérir. Donc, qui passe du bac et qui continue jusqu'à la 4e année. Mais il faut garder un certain standing, il faut vouloir réviser, il faut être au top de la classe. Voilà. Faut ne jamais être absent. Voilà, jamais être absent, jamais être en retard et avoir le savoir-être aussi. Après, vous avez également celle sur les critères sociaux, la bourse d'égalité des chances. Et vous avez également la bourse de mobilité. Donc, on nous donne plusieurs bourses différentes pour financer une partie des études. Et puis après... c'est personnel aussi, mais on peut travailler à côté, on a un peu le temps... on a le temps quand même de bosser à côté. Oui, mais j'en suis la preuve. Ouais, très bien. Oui, c'est vrai, et après il y a un gros réseau aussi. Alors comme toutes les grandes écoles de commerce, c'est vrai que le coût... c'est pas propre à l'Institut Paul Bocuse, beaucoup de grandes écoles prestigieuses ont un certain coût. Vous avez raison de souligner, il y a quand même ces 2 beaux châteaux, un campus incroyable, et puis un réseau alumni aussi... incroyable. Même après, quand tu vois qu'on est dans cette école, l'employabilité est beaucoup plus simple et ils nous font très confiance. Ouais. Donc, parce qu'ils savent que derrière, on a appris ce qu'il fallait. Il y a un niveau, il y a quelque chose. Parfait. Écoutez, c'est bientôt la fin de l'émission, donc je vous laisse en fait à toutes les deux d'avoir un petit mot de la fin si vous voulez finir de convaincre les gens de pousser la porte de l'Institut ou en tout cas de téléphoner, de prendre des infos. Peut-être commençons par toi. Si jamais vous avez encore des questions, venez vraiment aux journées portes ouvertes parce que c'est moi ce qui m'a donné envie de venir ici. C'est vraiment un esprit très familial. Tout le monde aide tout le monde, que ce soit de première année en 4e année, que ce soit avec l'équipe pédagogique, les professeurs, tout le monde est prêt à aider, que ce soit après l'école, avant les cours, pendant les cours. C'est vraiment un esprit de famille, c'est très familial. Oui. Très bien. Moi, je dirais juste c'est un métier de passion et c'est une école de passion. Alors, on la surnomme aussi l'école de l'excellence et c'est vrai qu'on peut vraiment sentir ce goût de la vie pratiquement, très épicurien, où en fait on est entouré de jeunes gens qui aiment la vie, qui aiment bien manger, qui aiment les beaux endroits. Et donc, si vous êtes de ces étudiants-là, rejoignez-nous avec plaisir. Parfait. Eh bien, merci à toutes les deux de nous avoir accueillis dans ce superbe château à Écully, à l'Institut Paul Bocuse. Merci à vous tous de nous avoir regardés. Vous êtes toutes les semaines plus nombreux et on vous en remercie. Et nous vous disons à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.